On est venu de voir Dominique, on réalise un reportage sur le changement climatique en maraîchage dans le Rhône. Et moi je suis jeune conseiller, donc ça fait 2 ans que je suis technicien à la Chambre du Rhône. Et j'ai pu voir déjà une diversité de systèmes et de gens qui s'efforcent à s'adapter à ce climat. L'idée c'est qu'on ait une approche assez globale sur la filière maraîchère pour avoir un peu le panel de qu'est-ce qui se fait en termes comment chacun s'approprie ce changement climatique et déploie à son échelle des adaptations. Moi j'ai eu à cœur de participer parce que je trouve cet effort que vous faites d'aller voir un panel assez large d'acteurs et de sensibilité, ça va nous permettre un peu à tous de voir un petit peu comment les autres réagissent et puis de se nourrir un peu des petites propositions et voir comment on fait corps un peu face à ce gros défi là, c'est sûr. Donc c'est génial. Ouais. Des pics de chaleur de plus en plus importants. On n'a pas de juste milieu. Voilà. Avec des serres qui se soulèvent, qui se déplacent. Quand il faut arracher les oignons à 14 h et qu'il fait 38 degrés. Je lui dis non mais ça sert à rien, faut arrêter de le faire. Ça s'arrête jamais quoi, tu te demandes ce qui va se passer. J'ai besoin de ne pas être tout seul et j'ai besoin d'être soutenu. Il faudra s'adapter. On a raison de se dire quand on a un problème, il y a une forme d'urgence à s'adapter. Nous voici donc dans le Rhône, département de la 3e plus grande ville de France, Lyon. Mais loin des tumultes de la capitale des Gaules, ces 140 000 hectares de terres cultivées font face au défi auquel le monde entier est confronté, le dérèglement climatique. Dans la filière maraîchage, pour faire face à ce défi, agricultrices et agriculteurs, de petite ou grande surface, en bio comme en conventionnel, adoptent des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Voici donc leurs ressentis, ainsi que les leviers de résilience qu'ils ont pu mettre en place face aux plus grands défis du XXIe siècle. Romain Weber, météorologue à Lyon Météo, qui est une entreprise indépendante sur la région lyonnaise. Et j'accompagne aujourd'hui les collectivités, le BTP, les agriculteurs. Il y a une grosse différence donc, sur le département du Rhône. Donc déjà, les températures augmentent énormément sur le département. On a plus de 100 ans de recul. On était à 11,5, 12 degrés sur la moyenne annuelle. Aujourd'hui, on est à plus de 14. Donc forcément, hausse des températures et hausse du vent dit assèchement de la végétation beaucoup plus rapide. En moyenne, sur le Lyonnais, sur la plaine lyonnaise, 800 mm de pluie annuelle en moyenne. Et en ETP, avant, on était entre 750 et 800 mm aussi. L'ETP, c'est l'évapotranspiration potentielle, donc c'est la quantité d'eau, pour faire simple, qui est perdue par la végétation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ETP, on est environ à 1100 mm par an, donc on a beaucoup plus d'évapotranspiration que de précipitations, donc on a un déficit quasiment chaque année. Et il suffit qu'on ait une année un peu plus sèche que d'habitude, qui tombe à 600 mm de pluie ou 700, l'écart peut vraiment se creuser comme c'était le cas en 2022. Et vous, productrices, producteurs, comment ça vous impacte ? On n'arrive pas à avoir une atmosphère qui est où les cultures sont bien, quoi. C'est des excès soit de chaleur, donc les canicules. Au niveau des fécondations, quand il fait trop chaud, les fécondations elles se passent pas trop bien. Puis des grosses sécheresses lettrées. Moi, ce qui me vient en tête, c'est l'année 2022, qui a été une année extrêmement sèche. C'est des données qu'on n'avait jamais vues avant, de pluviométrie et d'ETP qu'on n'avait jamais vues auparavant. Mi-août, on n'avait plus d'eau pour arroser les parcelles extérieures. C'est une catastrophe en termes de rendement et de production. Sur chaque parcelle, on a une retenue collinaire. En 2023, elle ne s'était pas remplie entre l'hiver 22-23, comme il n'y a pas plu. On a attaqué la saison avec des retenues à moitié, quoi. Donc là, tu sais déjà que ça va être compliqué, quoi. Tu dis, j'espère qu'il n'y aura pas une année sèche. Bon, pas de bol, c'était une année sèche. En plus, on a eu la grêle, nous. La grêle. La grêle, on n'a jamais grêlé comme ces dernières années. Hein. Ça détruit des cultures pratiquement à 80%. Hein. Mon père, en 40 ans, je crois qu'il a vu la grêle une fois et demie à Cailloux. Nous, en 15-20 ans qu'on est installés, on a dû la voir 15-20 fois. Avec des serres qui se soulèvent, qui se déplacent, des portes arrachées, enfin ça tous les collègues ont ça, mais des vents de plus en plus puissants. Présence tout le temps du vent. Ça pose des problèmes général pour arroser, pour les tunnels ça les maltraite, les P17 au printemps ou à l'automne, etc. Même les cultures en soi. Soit les excès d'eau comme l'année dernière,
avec du coup des printemps qui sont parfois très pluvieux, alors qu'on attendait plutôt ces pluies-là dans le courant de l'automne ou de l'hiver. Les premières cultures au printemps, les primeurs, ça a été la galère. Les cultures d'été, c'est pareil, c'était tout malade. Ça nous fait des orages du tonnerre où tu as 100 mm qui tombent en 3 jours. Si ton sol il n'est pas couvert ou si tu n'as pas des barrières pour éviter le ravinement, tout fout le camp, quoi. Tu retrouves tout à la rivière en bas, là. Mais c'est vraiment des extrêmes de très chaud, de très mouillé. Voilà, c'est un peu ça où c'est compliqué, je trouve. On a un décalage qui s'est fait entre le raisonnable et puis l'irraisonnable, quoi. Aujourd'hui, quand il pleut, c'est de la folie et puis c'est violent, Ça implique aussi des arrivées de ravageurs qu'on n'avait pas avant. On a la Drosophile Suzuki, moi qui m'embête, qui vient très tôt et qui vient impacter les cerises, les framboises. On a tous ces punaises là, sur les choux dès qu'il fait très très chaud. Ouais, commercialement, ouais, ça fait des gros dégâts quand même. Pour l'organisation de tes pratiques, c'est compliqué. Par rapport aux dates de plantation dont on avait l'habitude, il ne faut plus raisonner comme ça par rapport à un calendrier habituel. Il faut se dire, faut vraiment raisonner par rapport à une tendance météo. Mais dans cette tendance-là, il y a aussi des variabilités et il ne faut pas avoir la mémoire courte, quoi. Il faut arracher les oignons à 14 h et qu'il fait 38 degrés à Maringes à 530 mètres d'altitude, c'est invivable. C'est vraiment très très dur. J'allais dire dans le monde agricole de souche, des gens qui étaient pétris d'une forme de capacité à encaisser la dureté, trouver normal qu'il y ait une part de souffrance, et puis les nouveaux arrivants qui, eux, n'ont pas cette culture de la dureté et du travail. Et ça, c'est avec le temps qu'on le découvre, c'est s'ils vont résister à ces conditions. Et le changement climatique rajoute une forme d'incertitude. C'est pas évident de travailler ne serait-ce que 9 heures par jour et de se taper régulièrement juin, juillet, août, des canicules. C'est nos interlocuteurs de tous les jours. Et c'est eux qui, quelque part, guident, orientent, contraignent nos choix, notre organisation. Et donc on se pose tous la question, mais comment on va faire pour régler ces problèmes-là, quoi. Donc c'est une question qui est posée à tous et qui ne peut pas être posée qu'à une seule partie ou composante de la société. C'est un combat commun et donc on en est là actuellement à se poser la question de l'adaptation. Par exemple, en mettant en place un maximum d'irrigation en goutte à goutte, ce qui permet moins de déperdition d'eau quand on arrose, un arrosage vraiment plus ciblé au pied des végétaux, ce qui est aussi possible, nous, parce qu'on a un terrain plutôt argileux, un arrosage qui se diffuse beaucoup plus sur la planche quand on arrose. Avec des programmateurs, avec des réducteurs de pression, donc ça permet de localiser l'eau et puis d'en utiliser moins. Si on arrose le soir, on va faire développer des maladies, parce que le mildiou, c'est une plante qui se développe avec du froid, de l'humidité et de la chaleur. Si on a ces 3 conditions réunies à un moment de la journée, on peut avoir une attaque de mildiou phénoménale. Donc c'est pour ça qu'on arrose le matin très tôt. Comme si c'était la rosée qui s'en allait quand le soleil va taper sur les plantes. Voilà. Peut-être que plutôt que d'aller chercher de l'eau potable, propre, dans les nappes ou dans des rivières souterraines, on a soumis l'idée éventuellement de pomper dans la Saône, qui est pas loin, qui est à 3-4 km. Nous, on a 2 retenues collinaires sur la ferme. C'est que de l'eau de ruissellement. Ça suit les chemins qu'on a fait et ça vient remplir la réserve. Donc on remplit l'hiver principalement et on utilise ça l'été. Les chambres d'agriculture, elles préconisent 4500 m3 par hectare. Nous, on les a pas, ces 4500 par hectare. Donc il faut qu'on fasse avec moins. Donc on a fait un énorme boulot de compilation de données. Quel légume vient quelle semaine? Quand est-ce qu'on commence à l'arroser? Au début on l'arrose combien? À la moitié on l'arrose combien? À la fin on l'arrose combien? Et on a fait ça pour tous les légumes sur toutes les semaines de l'année. On a un prévisionnel d'utilisation d'eau. Comme si on faisait un prévisionnel économique avec des euros, là c'est la même chose sauf qu'on a des mètres cubes d'eau. Et du coup on a une théorie, on a une courbe qui dit on part à 14 000 mètres cubes. Et semaine par semaine, on va pomper l'eau, on va pomper l'eau, on va pomper l'eau. On vérifie si la théorie qu'on a faite, le plan qu'on a fait, il correspond à la réalité qu'on observe. Si ça colle pas, qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on garde? Stresser tous les légumes de 20%,
C'est une décision de merde parce que tu auras des rendements de merde sur 80% de tes légumes. Mieux vaut arrêter d'arroser 20% et bien arroser les 80% restants que de tout baisser d'un petit peu. Et après, on a plein d'axes de priorité. On peut commencer par stresser les poireaux parce que c'est pas très grave et on va perdre en précocité. Mais par contre, le rendement, il se refera en automne et en hiver. La carotte, si tu l'arroses pas, tu perds en rendement immédiatement. Du coup, on se retrouve là sur la station de Clodius de l'Orme, prise d'eau en direct sur le fleuve Rhône, qui alimente le plus gros secteur collectif du département. Il apporte une certaine sérénité pour tous les usagers, les irrigants. Irriguer à partir de l'eau du Rhône, c'est de laisser entre guillemets tranquille tous les milieux naturels, donc les rivières. Donc c'est-à-dire que les agriculteurs ne prendront plus d'eau dans les rivières, prendront l'eau du réseau qui viendra directement du Rhône, et ce qui permet du coup le développement et la continuité de la vie écologique dans les milieux naturels, les zones humides. Mais en plus de l'optimisation de l'irrigation, il y a également tout un panel d'adaptations que certains mettent en place. Un très bel exemple au-dessus de nos têtes, c'est des chapelles, ce que j'appelle nouvelle génération, ce qui nous permet justement d'atténuer ce réchauffement climatique, que ce soit des excès d'eau, que ce soit des excès de chaleur. On doit faire 30-35 degrés dehors, on est mieux dedans que dehors. Nos aïeux, nos ancêtres montaient des serres pour se protéger du froid l'hiver. Moi j'aime à dire qu'aujourd'hui on monte des serres pour se protéger du chaud l'été. On blanchit les serres, sinon sous serre les températures sont trop fortes. On peut doubler la protection de la serre par le film et compléter de ces filets de voile non tissés. Donc en hiver pour éviter d'avoir des dégâts sur les arbres et puis au printemps pour éviter d'avoir du gel sur les fleurs. Ces tomates là sont gérées avec une sonde capacitive pour mesurer donc l'humidité du sol, et également elles sont gérées, c'est piloté par un solarimètre. Un solarimètre, en fait, c'est un programmateur qui gère l'arrosage, pas en fonction du temps, mais en fonction de la puissance du soleil. Et puis, il y a ceux qui testent et qui innovent. Le CETIFL est le centre interprofessionnel des fruits et légumes. On réalise entre autres de la recherche appliquée aux maraîchers et aux fruitiers. On voit par exemple ici l'installation de thermitubes chargés d'accumuler la chaleur en journée pour la restituer dans les serres la nuit. Ce projet-là, on évalue l'installation d'ombrières. Donc on compare un témoin de 2 filets différents. L'objectif, éviter le rayonnement lumineux direct sur des cultures qui monteraient à graines rapidement, qui auraient des brûlures sur feuilles, qui auraient un cycle qui se modifie en fonction des chaleurs maintenant que l'on a. Et puis il y a le projet Paragrêle, de véritables ballons lancés dans les airs afin d'annihiler les nuages de grêle. Quand on a l'alerte sur les radars, on est alerté. Là, on gonfle notre ballon, on a une cartouche de sel hydroscopique qui va monter et au bout de 3-4 minutes, ça va se déclencher au-dessus du nuage et ça va ensemencer le nuage pour alourdir les gouttelettes d'eau pour éviter que ça monte plus haut pour se transformer en glace. Le principe du MSV, il y a un peu 3 grands principes. C'est en gros pas de gros travail du sol, on ne retourne pas le terrain. Il est quasiment toujours couvert, du broyat ou des engrais verts, et des apports de matière organique réguliers, ce qui va nous permettre d'avoir un sol plus structuré. Une transformation de la matière organique dans le sol qui fait que le sol il va plus retenir de l'eau et qui va aussi être beaucoup plus riche en différents nutriments pour faire pousser les plantes, ce qui fait que nous on utilise beaucoup moins aussi d'intrants. Et comme on ne casse pas la structure en labourant, comme on ne laboure pas et comme on ne rotobèche pas, donc on a toujours une circulation d'eau de bas en haut, même profondément. Parce que si tu fais un labour, tu casses ce truc. Il faut savoir l'eau, elle descend et puis elle remonte aussi. Par capillarité, par les vers de terre, par les trous, les trucs comme ça, les racines qui sont là. On a remonté les taux de matière organique de façon très importante dans les sols. Maintenant, dehors, on a des parcelles qui sont à plus de 6% de matière organique. Et ça fait qu'on a gagné 8 mm de rétention d'eau dans les sols, grâce à la matière organique. Sur des analyses de sol qu'on a faites, on a gagné entre 50 et 80% de CEC, enfin de fertilité du coup, par rapport à nos sols témoins. Mais du coup, on est hyper dépendant de cette matière première. Et ça, c'est de la matière que nous, on n'est pas capable de produire à l'échelle de l'exploitation. Du coup, c'est des intrants qu'on va acheter. Qui vient de tout ce qui est lagage des coteaux du Lyonnais ou même des monts du Lyonnais. Et clairement, c'est une matière exogène qui n'est pas produite ici. Réduction du travail du sol, apport de matière organique et donc couverture du sol. Mais qu'entend-on justement par couverture ?
Là, on va essayer cet automne des mélanges févrole, facélie, trèfle incarnat pour avoir des cultures qui soient à peu près à maturité sur début mai, mi-mai, qu'on puisse rouler à cette date-là pour faire les implantations soit de premiers choux, soit de tomates plein champ, des choses comme ça. Du coup, il faut essayer de tout faire pour limiter l'évapotranspiration et limiter la température à la surface du sol. Donc pour ça, un engrais vert couché. L'engrais vert couché, il va permettre de faire un paillage végétal naturel qui va limiter la température du sol, qui va fortement limiter l'évapotranspiration de ton sol puisque ton sol il sera couvert. On limite l'enherbement aussi. Couché pour certains, broyé pour d'autres. Partout où le seigle il est un peu moins épais, que c'est pas trop dense, le semis on y arrive bien, mais dès que c'est couché, qu'il y en a 10 à 15 cm d'épais dans tous les sens, là ça marche plus. Du coup, j'ai changé de modalité, j'ai tout broyé le seigle, et puis maintenant on arrive à semer, ça fait des jolis semis. Donc je me dis qu'il y a quand même une phase avant même de penser adaptation, on va être obligé de le faire de toute façon. Il y a la phase atténuation, comment est-ce qu'on fait, quels sont les leviers qui nous permettent à nous d'essayer de participer à faire une forme de marche arrière sur cette logique d'artificialisation. Il y a le sujet des haies, donc réimplanter des haies aux abords des parcelles pour couper du vent, apporter de l'ombre, les auxiliaires évidemment. Donc il y a le sujet des points d'eau, donc créer 4 points d'eau pour favoriser les auxiliaires. On finit par obtenir des services écologiques, et c'est pour ça que je vous ai amené ici vers les orties. Déjà en 5 minutes, même pas, on a identifié déjà au minimum 2 micro-punaises qui sont identifiées comme des régulateurs de ravageurs. Par exemple, là, dans les artichauts, les premières années que j'ai fait de l'artichaut, j'avais sans arrêt des pucerons, tout le temps, mais à un point où on ne pouvait même pas ramasser. Enfin, voilà. Et donc on arrivait à faire 2-3 insecticides pour arriver à amener un peu la culture. Du coup, depuis que je laisse l'herbe se développer avec toutes les espèces qui peuvent exister sur le moment, je n'ai plus aucun souci de pucerons sans mettre aucun insecticide. Si tu veux bénéficier du service par exemple d'un carabe, il est moins efficace si tu lui laisses un grand chemin roundopé où il ne se sent pas à l'abri. Parce que lui, il est soumis à prédation. Donc il lui faut un bosquet d'herbe et un accès à tes cultures. Si tu veux bénéficier du service d'une mésange, une mésange, ce n'est pas un oiseau grégaire, c'est-à-dire qui vit en groupe et qui se défend par le groupe, ils vivent en couple. Donc au-delà de 25 mètres, il se sent en danger. Donc il lui faut une zone de repli rapide. Et donc très souvent, moi je vois les couples de mésanges faire des allers-retours dans les petits pois pour manger les pucerons ou les acariens ou autre chose, mais je ne les vois jamais à 80 mètres de leur lieu de repli. Une guêpe, elle va parasiter tes ravageurs, mais les petites guêpes, elles ont besoin de pollen et de nectar. Par contre, sous les cerfs, là, j'ai fait des lâchers. La première année, ça a été Macrolophus. Après, sur pucerons, la Philus, naturellement, on a beaucoup de coccinelles chez nous. Donc, on arrive à en récupérer un peu à droite à gauche dans les parcelles pour les mettre aussi dans les cerfs. Pour illustrer le propos, là, j'en ai juste capté quelques-uns. Un forficule, régulateur de pucerons. On voit ici, là, une petite coccinelle Simnus, régulatrice aussi de pucerons. Une cantharide. Ici, là, on voit un tout petit truc, là. Ce sont des Orius. Donc là, ici, on voit que non seulement on voit des adultes, mais si on regardait de bien plus près, on verrait au fond des petits insectes oranges. Regarde toutes ces larves qui s'en vont, là. Régulateur de thrips, acariens, pucerons sur plein de cultures. Donc on s'est mis à faire des flageolets et des haricots blancs. Et c'était juste au début pour avoir un légume diversifié à proposer au magasin. Et puis aussi d'avoir des légumineuses sur exploitation. D'avoir 1 ou 2 hectares qui tournent en légumineuses parce que j'en avais pas du tout. Donc ça permettrait d'amener une rotation azotée dans les terrains. Donc on est à Venuret dans le département du Rhône. Et c'est une serre principalement d'agrumes.
Si on veut faire de l'orange, si on veut faire du citron, du pomelo, c'est des fruits qui doivent en fait passer tout l'hiver dans la serre, ne pas geler bien sûr, et on les ramasse seulement au printemps, voire au début d'été suivant. Donc voilà, l'évolution du climat fait qu'on peut envisager des agrumes qui se récoltent à l'automne, type des mandarines, des clémentines, mais aussi des fruits qui vont passer tout l'hiver sur l'arbre. Je rajoute encore les kumquats, voilà, en plus des pomelos, des oranges. Encore une fois, dans un système comme ça, sous abri froid. Alors le CRBA, donc le Centre de ressources de botanique appliquée, c'est une association 1901. La première mission, c'est accompagner la transition agroécologique des maraîchers par le levier génétique. Le levier génétique, c'est toute cette diversité de variétés, d'espèces que l'on conserve dans nos conservatoires. L'idée ici, c'est de trouver des variétés adaptées aux micro-environnements locaux des agriculteurs de la région. Nous sommes devant notre essai d'évaluation de variétés de courgettes. Nous avons 146 variétés sur le terrain. Ces variétés paysannes sont évaluées chez nous cette année, puis chez les agriculteurs l'année prochaine. Il y a le facteur épigénétique qui rentre en compte. Les plantes apprennent de leur environnement. Cette information épigénétique est transmissible via la semence et donc à la descendance. Il y a tout un tas de symbioses avec le microbiote, des bactéries, des virus, des champignons. Ce microbiote peut aussi s'adapter à l'environnement. On veut produire des graines où la génétique à l'intérieur de ces graines est identique à celle qu'il y avait avant de planter ces variétés. Pour cela, pour les espèces qui se reproduisent par pollinisation avec des insectes, on vient isoler avec ces cages, mettre des pollinisateurs à l'intérieur et faire un cycle de reproduction de graines qui est fermé dans ces cages anti-insectes. C'est ce qu'on appelle la régénération. Philippe Zer, je suis un des fondateurs de la microferme des États-Unis, donc qui est une exploitation agricole maraîchère qui se situe en ville, en centre-ville de Lyon. Sur le sujet du réchauffement climatique, de production de nourriture proche des consommateurs, avec du coup pas le trajet qui est nécessité et tous les impacts que ça a autour de ça. Sur l'aspect souveraineté alimentaire, actuellement elle n'a pas vraiment d'impact parce c'est tout petit en fait encore. Mais en théorie oui c'est possible en fait des parcelles comme celle-là. En vrai même dans la métropole de Lyon qui est très dense, il y en a plein qui existent. Et du coup déjà si on convertissait toutes ces parcelles sur de la production, je pense que déjà on passerait de quelque chose qui est on va dire anecdotique en termes de production à quelque chose qui va commencer à ressembler un peu à quelque chose. Passer vers les métiers agricoles quand on n'est pas de cet univers-là, c'est un saut qui peut être assez intimidant. L'agriculture urbaine permet en gros une espèce de passerelle vers ces métiers-là qui, plus le temps passe, plus on aura besoin d'agriculteurs. Et là où il y a le plus grand vivier de personnes à convaincre, c'est en ville, quoi. Il y a des variabilités de rendement qui sont énormes. Du coup, si tu bosses qu'avec un circuit de commercialisation, ce circuit ne va pas être capable d'absorber des grosses variations. Tu ne places pas tous tes œufs dans le même panier, quoi. Magasin de producteurs, donc ça c'est de la vente directe. On a 3 marchés, on a des AMAP. On bosse avec soit des magasins bio, un peu de restaurants, et surtout avec des plateformes de producteurs, type BioApro et Ferme au Quartier. Et c'est un moyen de commercialisation qui est très important. C'est des filières qui se construisent avec plein de producteurs ensemble pour justement essayer de faire la place à chacun et que chacun, quand il a de la cam, eh ben, il a la possibilité de la poser, quoi. Donc dans ce cadre-là, on est sur une gestion collective, collégiale, des ressources vitales. Donc pour moi, le problème climatique, il commence déjà par voir ce qu'on peut faire soi-même avec ses marges de manœuvre, qui ne seront pas les mêmes si tu es producteur de vaches, producteur de fruits ou céréalier. Peut-être la question des subventions ou des aides doit être mieux répartie et plus en considération de ce qu'on vient de dire, atténuation, adaptation. Donc j'allais dire, c'est juste si vous avez ça en tête, cette donnée supplémentaire, vous finissez par créer une communauté agricole qui devient encore plus indispensable.